Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la série de webinaires autour de la data et de l'IA. Voilà, aujourd'hui, nous retrouvons pour la troisième session, session qui est dédiée à l'IA en action pour l'industrie de la finance. Voilà, je me présente, je suis Ronan Fertile, chef de projet marketing chez Oracle France, et je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pendant 1 heure pour ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le cœur du contenu, je souhaite vous rappeler que vous avez à disposition des formations sur Oracle University, donc qui vous permettent de monter en compétences sur les sujets du data management ou de nos offres cloud. Et autre proposition pour vous cet après-midi, nous vous proposons également de rejoindre notre groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle, donc qui est un groupe d'échange en français. Donc, c'est une communauté qui compte maintenant plus de 1000 membres. Donc, ce groupe vous permet de recevoir l'actualité de nos technologies, de suivre le programme de nos prochains événements et d'accéder au replay, notamment de cette série, et bien évidemment de poser vos questions à nos experts qui sont disponibles à tout moment. Donc il est possible d'accéder aux formations et au groupe LinkedIn en scannant les QR codes qui sont à l'écran ou en cliquant directement sur les liens qui vous sont partagés dans le chat. Revenons maintenant sur le programme. Donc hier, nous avons commencé cette série avec la première session autour des services AI et de la DB23i. Donc ce matin, nous nous sommes plus concentrés sur les secteurs du retail et manufacturing et sur les cas d'usage et les bénéfices de l'intelligence artificielle pour ces secteurs. Cet après-midi, voilà, nous allons nous concentrer sur le secteur de la finance. Et pour demain, pour rappel, nous continuons les sessions industrie. Le matin avec les secteurs de l'énergie, les services et de la télécommunication. Et demain après-midi avec le secteur public et la santé. Enfin, vendredi, on terminera cette week. On abordera autour d'une session autour de l'IA et de la sécurité. Donc, nous allons retrouver dans un instant nos intervenants de cette session AI in Action avec Oracle pour la finance. J'en profite pour vous rappeler voilà, que nos experts sont à votre disposition durant la prochaine heure. Donc, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&R de Zoom pour nous faire parvenir vos questions, vos doutes ou n'importe quelle réaction. Voilà, donc le slide du Safe Harbor qui atteste que les contenus qui seront traités aujourd'hui n'ont pas valeur de contrat. Et tout de suite, je vais vous présenter nos intervenants pour cet après-midi. Donc Thomas Varlet, Account Cloud Engineer chez Oracle France, Philippe Saadé, Head of AI IMIA for High Tech chez Oracle, et enfin Aurélien Degnaud, Cloud Sales Senior Manager chez Oracle France. Et Aurélien, je te laisse tout de suite la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Ronan. 11 500 milliards, c'est le montant astronomique que vient d'atteindre les actifs sous gestion de BlackRock, le géant de l'investissement américain. Et au-delà de l'aspect astronomique, comme je disais, du montant, c'est la façon de gérer ces assets qui est intéressante de regarder, puisqu'une grande partie en fait est gérée en risk management par une entité qui s'appelle Aladdin, qui n'est autre qu'un logiciel qu'on pourrait apparenter d'une manière ou d'une autre à de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que Aladdin a vu naître cette technologie en 1988. Donc ce n'est pas nouveau, et c'est aussi de ça dont on va parler, l'IA dans le secteur de l'alliance en cours. Bonjour à tous, donc je suis Aurélien Degnaud, Sales Account Manager chez Oracle et en charge de la finance, donc les grandes banques, les mutuelles et les assurances. Alors, on a parlé de BlackRock et d'Aladdin. J'aurais pu prendre d'autres exemples, comme par exemple ce trader hongkongais qu'on avait remplacé à l'époque en 2012 par un algorithme qui gérait des millions de trades par seconde. Et quand on avait posé la question à ce trader, mais qu'est-ce qu'il avait ressenti lorsqu'on avait présenté cet algorithme, il avait tout simplement répondu qu'il avait tout simplement affaire à quelque chose qui le dépassait et qu'il n'aurait de toute façon pas pu gérer en tant qu'homme. Donc c'est bien ça dont il s'agit, c'est la cohabitation entre l'homme et la machine. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau, c'est déjà en marche et c'est une révolution qui est peut-être plus visible aujourd'hui avec la générative AI, mais qui est bel et bien en cours et au quotidien, notamment dans le secteur de la finance. On va le voir tout à l'heure, plusieurs cas d'exemples, notamment avec des cas concrets qui seront abordés par Thomas
juste après moi. Mais je voulais quand même qu'on discute et qu'on présente quelques cas d'usage qu'on peut rencontrer dans le secteur de la finance, parmi tant d'autres, parce que ces enjeux-là, on les entend au travers de nos discussions avec les grandes banques, les grandes assurances et les grandes mutuelles, systématiquement. La première, c'est l'explosion des données. Alors, chez Oracle, on sait un peu de quoi on parle en termes de données. Les données, pour le secteur de la finance au global dans le monde, ça représente à peu près 3000 pétaoctets par jour de traités. Pour ceux que ça dépasse, dont moi, 3000 pétaoctets, ça représente 3 millions de disques durs par jour de traités dans le secteur de la finance. C'est colossal. Et évidemment, l'homme seul ne peut pas tout faire. La deuxième, c'est la fraude. L'accélération de la fraude, ce n'est pas nouveau. Encore une fois, la fraude, c'est un des enjeux du secteur de la finance. Et évidemment, l'IA n'échappe pas à la règle. Quand une innovation apparaît, bien souvent, les fraudeurs s'en accaparent évidemment la maîtrise. Et donc, il est de notre devoir et de le devoir des institutions financières de pouvoir parer en utilisant également l'AI. Ça représente aujourd'hui la fraude ou cumulée en perte dans le monde environ 500 milliards par an. Ça, c'est le Global Financial Crime Report, donc du Nasdaq, qui le dit. Le dernier point, c'est l'évolution des attentes des clients, puisqu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants en matière de interface et en termes de parcours. Et il est vrai qu'avoir des machines en face de nous, ce n'est pas forcément ce qui est le plus humain. Et pourtant, l'IA permettrait, et on va le voir tout à l'heure, d'avoir cette part d'humanité, étrangement, qu'on n'a aujourd'hui pas forcément dans les différents chatbots ou autres outils d'interface avec les clients. On attire toutefois l'attention sur ces trois enjeux, puisque de manière commune, tous nos interlocuteurs nous le disent, ils sont obnubilés par la contrainte réglementaire, et notamment la mise en conformité vis-à-vis des régulateurs, que ce soit la BCE, la CPR ou la Fed ou d'autres. Il en va évidemment des statuts des entreprises de pouvoir être en conformité avec ces régulateurs. Et cette partie-là est également un des enjeux de l'IA, puisqu'elle permet à la fois de mettre en place des outils de gestion des risques. On peut en mesurer un peu la portée, notamment avec les analyses automatiques qu'on pourrait avoir en termes de régulateurs, mais aussi la surveillance continue, avec notamment les outils qui permettent d'analyser en temps réel les éventuels écarts entre ce qui est nécessaire de mettre en place et ce qui est aujourd'hui mis en place. Cette partie, évidemment, réglementaire, on peut en avoir un petit aperçu, notamment avec JP Morgan, qui est un autre exemple que je voulais aborder avec vous, qui a mis en place il y a quelques années un outil qui s'appelle COIN pour Contract Intelligence, un outil qui permet de traiter en quelques secondes environ 12 000 contrats, là où en équivalent temps homme était d'environ 360 000 heures hommes. Voilà les enjeux et les écarts qu'on peut observer. Alors pourquoi Oracle, on vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce qu'Oracle a cette chance et a ce privilège de pouvoir travailler avec ces grands acteurs de la finance depuis des décennies et que ces grands acteurs mettent dans des solutions et technologies Oracle leurs data et les data de leurs clients. Donc c'est une grande fierté pour Oracle, mais c'est surtout aussi une manne pour ses clients, pour nos clients, de pouvoir exploiter ces données qui leur sont propres de manière sécurisée et de manière personnalisée, puisque l'intelligence artificielle, pour ceux qui l'ignoreraient, nécessite une grande quantité de data, de données, pardon, pour être français. Et ces données-là, si elles sont publiques, vous donneront nécessairement des réponses d'ordre public. Et ce qui fait la grande force de la personnalisation, c'est que toutes ces données qui ont été soigneusement stockées, archivées, classées par nos clients dans des solutions Oracle, depuis des décennies, comme je le disais, permettent d'avoir cette approche personnalisée d'usage de l'intelligence artificielle. Donc, on remercie évidemment ces clients et ça permettra évidemment d'avoir cette nouvelle étape qui est donc la création de nouveaux services autour de données personnalisées. Alors, on va le voir tout à l'heure avec Thomas. Certains cas d'usage sont intéressants de regarder.
notamment la partie optimisation des processus, puisque on peut l'imaginer assez naturellement, l'IA permet d'automatiser un très grand nombre de tâches qui sont aujourd'hui encore réalisées manuellement, et tout en excluant ou en minimisant les impacts liés aux erreurs humaines. On en a parlé tout à l'heure, l'analyse de risque évidemment aussi en fait partie, puisque les enjeux permettent aux IA non seulement de frauder, mais pour ceux qui veulent s'en prémunir, évidemment, de trouver des solutions anti-fraude. Le dernier point qui est l'amélioration de l'expérience client, une grande majorité, et je pense que vous vous en doutez, souhaitent avoir une approche personnalisée de leur parcours avec ces grandes institutions. Et le fait d'avoir une IA aujourd'hui de plus en plus humaine est aussi un des enjeux de l'IA au secteur de la finance. Alors, comme toute innovation, évidemment, il y a des craintes, mais aussi des opportunités. Et je voulais qu'on passe quelques secondes ou quelques minutes sur ce point. Évidemment, l'IA, c'est avant tout une innovation, comme je le disais, qui date pas d'hier, mais qui est en accélération et qui va nécessiter vraisemblablement plus de transparence, puisqu'aujourd'hui, quand on a un résultat d'une IA, eh bien, on se demande parfois d'où vient et comment a été calculée cette réponse. L'éthique, évidemment, pour éviter tout biais lié à des algorithmes qui favoriseraient telle ou telle classe de population par genre, par ethnie ou par autres critères qui pourraient être discriminants. Et un enjeu évidemment colossal qui est la sécurité des données, puisque travailler les données, on va dire, personnelles ou critiques, nécessite évidemment la mise en place d'autres mesures préventives et curatives. Je finirai par une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. Pour créer un compte, il faut généralement maintenant, on peut le faire quasiment tout online. Il y a des certitudes qui devront probablement être remises en question. Et je pense notamment à tout ce qui est preuve traditionnelle comme des photos. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'IA, on peut générer énormément de choses. Et quand j'ai dû créer mon compte bancaire, j'ai dû faire une photo de mon passeport. Et la question qu'on se pose, c'est quid de l'avenir de la véracité de ces preuves, à savoir les photos, les audios, les vidéos, seront-elles perçues toujours comme certifiantes ou non? Je vous laisse en juger. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'avenir devra se composer avec une alliance homme-machine pour que ces institutions financières ne soient plus des prestataires de services comme elles peuvent l'être aujourd'hui, mais bien comme des partenaires de la vie en termes de services invisibles mais omniprésents. Merci de m'avoir écouté. Je laisse la main à Thomas qui va vous expliquer et vous présenter quelques cas d'usage concrets. Merci. Merci Aurélien. Bonjour, je m'appelle Thomas Varlet, je suis architecte cloud. Et effectivement, dans les 20 prochaines minutes, je vais vous parler de 3 exemples qu'on a appelés AI in Action. Donc, pour revenir un petit peu sur le sujet, on parle effectivement de la puissance de transformation amenée par l'IA dans le secteur de la finance. Donc, sans surprise, les 3 objectifs, 3 intérêts qu'on voit. Le premier, c'est effectivement vous aider à améliorer votre efficacité opérationnelle. Comme toute société, il y a beaucoup de process, beaucoup de documents, beaucoup d'informations à processer, à comprendre, à intégrer, des éléments qui changent en permanence. On regardera 2 exemples quasiment, enfin incessamment sous peu, où on regardera et on fera des analyses sur des documents. Le deuxième point, c'est effectivement la partie autour des données. Gérer ces données et prendre des décisions basées sur ces données. Donc, c'est encore des choses qui sont très souvent évoquées. Ça a été fait par Aurélien, je suis persuadé que ça a été fait par Nicolas hier dans la session autour de la base. Gérer des données, les mettre à disposition et être capable de prendre des décisions basées sur ces données, c'est également un élément qu'on regardera après. Et après, bien sûr, on parle d'IA, donc on va parler d'innovation et la capacité d'apporter des innovations et de découvrir des nouveaux scénarios. Donc effectivement, quand on regarde un peu ce en quoi l'IA peut vous aider sur ces sujets-là, il y a un effet effectivement avec une capacité de traitement des IA
quand même excessivement importante. Ça permet d'aller très vite sur des analyses. On le reverra tout à l'heure. On peut aussi parler pas mal de scénarios, Aurélien l'a évoqué tout à l'heure, sur des expériences personnalisées. Hein. On n'est plus sur des chatbots qui se contentent de délivrer un scénario, on est sur des chatbots qui commencent à avoir un vrai dialogue et à vous apporter des vraies informations. Et puis tout l'aspect compliance et risque, gestion, qui est quelque chose, qui est un vrai domaine, un vrai sujet dans le domaine de la finance. Donc, sur les trois prochains use cases, on verra au moins 2 technologies, voire plus. La première étant un service qui s'appelle OCI Generative IA, qui est un service PaaS d'hébergement d'un LLM. On verra en particulier la partie agent RAG. Et après, on aura des exemples aussi sur des compositions de services avec des services de machine learning. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et faire un premier exemple, regarder un premier exemple. Donc effectivement, c'est comment est-ce que je peux analyser, intégrer des informations d'un document légal. Donc, on va le prendre qu'un seul exemple, mais le domaine de la finance étant très régulé, il y a beaucoup de documents, beaucoup d'informations intégrées, et ça peut être effectivement des opérations qui peuvent être longues. Alors, je parle des documents externes, mais également des documents internes. Et effectivement, avec tout le risque que ça amène, qui est de faire des erreurs. En quoi l'IA peut vous aider sur ce sujet? L'idée, c'est effectivement d'être capable de passer des analyses sur ces documents complexes, ces documents pas forcément en français d'ailleurs. Hein. Quand on regarde sur le site de la BCE, qui est l'exemple qui arrive, on trouve beaucoup de documents en anglais. Dans mon cas, j'ai pas de souci avec l'anglais, mais effectivement, on peut imaginer récupérer un document en allemand, et là, j'ai un vrai souci pour le comprendre, et on pourrait utiliser un LLM pour essayer de comprendre ce document et d'en tirer des bonnes conclusions. On peut essayer effectivement avoir des idées, d'avoir des résumés et d'être capable simplement sur des documents très gros, très importants, très complexes, tirer des résumés. Ce sont des exemples simples, mais excessivement pratiques. Et effectivement, l'IA va nous permettre d'automatiser tous ces éléments et de les mettre à disposition des utilisateurs internes, externes. Je vous propose donc de regarder un premier exemple. Hein. On l'a appelé AI in Action. Donc, l'exemple est très simple. Je suis allé sur le site web de la BCE. Je voulais mener une analyse sur un document de résultats, je crois, un quarterly payment. Voilà le document, je l'ai. Il est en français. Je le sauvegarde en local. Et puis après, celui-là est simple, mais je veux mener des analyses. J'ai donc un chatbot qui est capable de récupérer ce document, de l'analyser. Je le charge dans le chatbot. Je vois effectivement mon PDF. On voit qu'il y a pas mal de choses, du texte, des documents, des images et des tableaux. On va mener une première analyse plutôt simple. On peut remarquer que le chargement était rapide. Hein. Là, maintenant, je vais lui demander de faire un résumé. Me faire un résumé du document. J'aimerais bien comprendre rapidement de quoi parle ce document. On voit que je lui parle en français, il me répond en français, il me fait un petit résumé. Je n'ai pas été plus précis, je lui ai dit fais un résumé. Hein, j'aurais pu lui dire fais-moi un résumé en 3 lignes. Après, on va continuer à mener des analyses sur ce document qui seront dis-moi qui sont les auteurs. Effectivement, c'est bien la BCE, traduit par la Banque de France. Et puis on va aller un petit peu plus loin, faire ce qu'on appelle de l'analyse multimodale, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai besoin d'un élément précis, d'un chiffre qui est dans un tableau. Je vais donc lui poser une question plutôt pointue, hein, un pourcentage de PIB, si je me rappelle bien. Et effectivement, il me répond 1,3%. Donc ça a l'air bon, je vais récupérer mon document. Comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois. Je recherche le document, je cherche le tableau, il est plutôt en bas, et effectivement, il s'agit de bien 1,3%. Donc, effectivement, on a pris un PDF, on a mené des analyses dessus, j'ai demandé à mon LLM
de me faire un résumé, donc de me synthétiser en quelques phrases ce qu'il avait fait. Je vais demander d'autres informations, qui était l'auteur. Il y a un peu de recherche et de compréhension là-dedans. Hein, c'est une information parmi tant d'autres. Et puis après, j'ai besoin d'une information très précise et je vais lui demander, et il a mené les analyses. Si on ouvre un petit peu la boîte noire et on regarde la manière dont ça fonctionne, c'est très très simple. C'est un service qu'on a dans OCI qui s'appelle, enfin, qui fait partie de la série des agents d'IA générative qu'on met à votre disposition. Et le premier qui est un agent RAG. Donc, c'est un service PaaS que je déploie et que j'utilise, avec lequel je vais interagir. Il y a pas mal de choses dans cet outil quand on regarde. Il y a un LLM, il y a un embedded et un re-ranker. Tout ça et toute la partie gestion du pipeline interne, que ce soit le pipeline de chargement du document. Hein, vous l'avez vu très rapidement tout à l'heure quand j'ai poussé mon document dans le chatbot. Et puis après, quand j'ai mené des analyses, il interagissait avec la partie qui est à droite dans l'architecture, qui est une knowledge base. L'exemple que j'ai montré est très simple. C'est juste une analyse d'un document, donc je ne vais pas mettre en place des choses très compliquées, je vais plutôt utiliser un bête object storage. Hein. J'ai un besoin, j'ai besoin de comprendre ce document, je le pousse dans mon object storage et j'implémente un service, un agent RAG, ça met quelques minutes à être implémenté, et après je mène une analyse, et après derrière, je peux le déprovisionner. On peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin avec cet agent RAG, hein, on peut effectivement mettre en place une base documentaire beaucoup plus complexe, j'allais dire, ou plus complète, en utilisant une base Oracle sous forme de base Autonomous. Et à partir de là, moi, administrateur, alors je n'ai pas grand-chose à faire, mais de ce service, je vais charger des éléments et pareil, les rendre à disposition de mes utilisateurs internes, mes utilisateurs externes, pour des interactions et récupérer des informations. Donc on est allé un tout petit peu plus loin là. Je vous ai parlé du premier niveau, un agent RAG avec un object storage, très très simple, j'y charge le document, je fais des analyses. Deuxième petit scénario que j'ai évoqué, qui en termes d'expérience utilisateur est quasi identique, j'ai une base dans laquelle j'ai chargé des documents, des informations, et je vais interagir avec ces éléments-là. Et faire ce qu'on appelle de la recherche sémantique, hein, et d'être capable de voir quelles sont les références, quels sont les documents. Si on veut aller un peu plus loin, j'ai parlé d'un service PaaS, ça ressemble un petit peu à une boîte noire, hein. Il y a plein de choses qui sont faites et qui sont faites. Je n'ai pas envie de faire du long chain ou d'autres éléments de ce type-là. Si j'ai besoin d'aller plus loin pour utiliser un LM particulier, un embedded particulier ou faire des traitements un peu spécifiques, hein, là j'ai essentiellement parlé de documents, mais si j'ai envie de faire la même chose sur des images, de la vidéo, etc., il va falloir que je l'implémente. On va prendre cette fois-ci des services OCI un peu plus simples. Pour résumer, enfin, des services OCI, pour résumer ici ce qui est fait, il y a une partie orchestration qui sera gérée par un OIC, Oracle Intégration Cloud, c'est lui le grand gestionnaire, encore un service PaaS. Et puis, on va conserver une base, une Autonomous sur la partie gauche, là, que vous voyez. Et puis après, effectivement, je vais consommer un service OCI Generative IA. Tous ces éléments-là sont customisables et je peux les adapter à ma sauce et faire quelque chose qui correspond encore plus à mon besoin. Voilà pour le troisième, qui n'est plus un AI in action, mais cette fois-ci un data in action. Il n'y a pas de sujet IA sans qu'on ait besoin de données. L'IA a besoin de données à peu près toutes les étapes. Sur la partie entraînement, effectivement, on parle de très gros volumes de données. Je parle d'IA générative, bien sûr, et en particulier de LLM, beaucoup de données qui ont été ingérées, analysées. Et à partir de ces analyses qui ont été faites, on va être capable d'en tirer de l'intelligence. Donc, l'autre aspect qui est hyper intéressant et hyper important, qui sera traité vendredi, est l'aspect sécurité. En général, l'aspect qualité et le côté gouvernance. Comment est-ce que je vais être capable de m'assurer que les gens qui font des IA accèdent aux bonnes informations et que je ne suis pas en train de
permettre à des gens de récupérer des informations qu'ils ne devraient pas récupérer. Et en particulier pour vos données. Vos données, les données métiers, les documents internes de process, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus et qui sont encore à exploiter. Donc, quand on regarde un peu le cycle de vie d'une IA, et en particulier d'un LLM dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai mis en gris les 4 grandes parties, la partie développement, training, fine-tuning et inférence. Si on regarde les volumes de données à gauche, sur la partie entraînement, il y a des très gros volumes de données qui sont ingérés. Par contre, en termes de qualité, on sait que les gens qui font la partie entraînement passent beaucoup de temps à traiter et à s'assurer que la donnée soit de qualité. Et plus on va aller à droite, plus on va tourner sur des éléments qui tournent tous les jours et qui vont être en interaction avec vos utilisateurs, encore une fois internes ou externes, et sur des données qui vont être de plus en plus fines, de plus grande qualité et de plus en plus importantes en termes de quand on a une business related. Hein. Et c'est là où assez souvent ça peut devenir compliqué de mettre à disposition ces données. Et ces données, assez souvent, sont aussi dans vos entrepôts de données chez vous et sur la partie, une partie de base de données, beaucoup, et des bases de données Oracle. Donc, on va voir un peu en quoi, chez Oracle, on pense qu'effectivement, l'A23 AI, en 6 points, pourquoi est-ce que c'est la meilleure manière pour vous, gestionnaires de données, de mettre à disposition ces données métiers, c'est vos données, aux gens, aux data scientists, pour faire simple, qui vont créer des IA. Et comment et pourquoi vous pouvez le faire. En 6 points, très simple, je pense que Nicolas y a passé 1 heure il y a 2 jours. Donc, en 6 points, c'est simplement, il y a la partie sécurité, hyper important. On pourrait imaginer utiliser des algorithmes d'anonymisation des données, une partie airbag qui a accès aux données, performance, en particulier pour du RAG, si ma base de données ne répond pas, ça va moins bien marcher. Toute la partie graph données, effectivement, on voit des scénarios où on commence à utiliser et la partie RAG et la partie graph, donc la relation entre les deux. Un élément très important qui est la partie OML, Oracle Machine Learning. Je ne déplace pas les données pour les mettre à disposition des IA, mais je crée des IA, des algorithmes de machine learning sur mes données. Et toute la partie vector search, mais je n'y reviendrai pas parce que Nicolas, je crois, y a passé beaucoup de temps mardi, pardon. Donc, comme c'était dit, les données critiques sont en général dans des bases Oracle, et ça fait des années et des années qu'on gère ces données, hein, et à un niveau de qualification qui est suffisant. Est-ce qu'il faut bouger ces données pour les mettre à disposition d'IA ou pas? Nous, on pense qu'effectivement, juste insérer un vecteur, les travailler à partir de la source et les mettre à disposition en bénéficiant de tous les mécanismes dont j'ai parlé, c'est quand même drôlement plus efficace que de devoir modifier, bouger les données. Voilà. Donc, effectivement, la conclusion, c'est qu'on pense que la 23 AI ne s'appelle pas AI pour rien. C'est vraiment la manière pour vous de mettre à disposition vos données le plus simplement, la manière la plus sécurisée à vos utilisateurs et délivrer de plus en plus d'innovations. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais passer la parole à Philippe. Philippe. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation et pour ces détails sur des choses finalement qui sont réalisables de façon professionnelle et robuste avec les technologies Oracle. Alors moi j'ai le plaisir de finir la dernière partie de cette session avec un peu un panorama sur l'offre Oracle en IA. Et j'aime bien commencer par ce que je considère être une saine obsession chez Oracle, qui est de mettre à disposition des 4 couches fondamentales de toute technologie cloud et technologie utile pour l'entreprise, de mettre de l'IA à tous les étages.
Alors évidemment, ça concerne la couche d'infrastructure. On vient de parler de la couche IA sous certains aspects avec les exemples de Thomas. On pense évidemment à une couche qui est purement dédiée au service d'IA, donc j'ai envie de dire de la science sur étagère, qui va être disponible pour nos clients pour construire leurs solutions à base d'IA. Et puis, on aime aussi garder dans le paysage une couche qui est parfaitement dédiée à l'intégration des solutions, au développement des solutions, à leur mise en production dans des applications qui peuvent être mobiles ou web, ou intégrées directement dans des modes opératoires plus informatiques et moins en interaction avec l'humain. Mais il ne s'agit pas simplement de mettre de l'IA dans les solutions qui occupent ces quatre couches, il s'agit aussi de faire en sorte que ces quatre couches puissent collaborer efficacement ensemble lorsqu'on est dans un contexte d'utilisation de l'IA. Alors, quand on est Oracle et qu'on a cette obsession, évidemment, le résultat, c'est que on produit et j'ai envie de dire, on peuple un peu ces quatre couches avec un grand nombre de solutions, parce que il est parfois peu avantageux d'avoir une solution qui remplit toutes les fonctions. Donc, en fonction de nos besoins, des besoins de nos clients, on a adapté les outils. Et l'objectif pour moi ici, ce n'est pas de passer en revue méthodiquement toutes ces solutions. Je vous propose plutôt une sorte de visite guidée euh, d'une partie de notre portefeuille, en attirant votre attention sur des éléments qui me paraissent extrêmement importants quand on se met dans le contexte de l'IA une fois qu'on veut la passer en production. Je vais garder quatre piliers, ceux qui étaient à peu près présents avant, mais je vais les réorganiser un peu différemment. Et je vais tout de suite commencer par regarder dans le portefeuille de solutions d'Oracle ce qui va concerner les infrastructures. Alors, il y a une démarche de longue date chez Oracle sur ce sujet, puisque dès 2008, ça fait plus de 16 ans maintenant, Oracle s'est fait connaître par la mise au point d'une technologie qui s'appelait Exadata et qui permettait à nos clients les plus exigeants de manipuler de la donnée avec des très hauts niveaux de performance et sous des contraintes de production très sévères. Et ça a été vraiment une expérience déterminante pour ensuite permettre notre accélération et notre entrée de façon efficace dans le monde de l'IA, puisque en 2016, on a été le premier fournisseur cloud public à proposer du matériel. Alors, on sait que dans le cloud public, en général, les choses sont un peu virtuelles. Là, on a proposé des équipements, donc qu'on nomme bare metal, c'est-à-dire qu'en fait, physiquement, les clients avaient accès à l'intégralité du matériel, sans couche de virtualisation, sans abstraction, de façon, encore une fois, à obtenir le maximum de performance. Et puis, sur cette lancée, cela a permis à Oracle, en tant que cloud public, de proposer les clusters de type HPC, High Performance Computing, donc très haute performance, orientés IA en particulier, à nos clients. Ce qui était aussi une première. Et puis, dans la foulée, parce que on l'a dit, il n'y a pas d'IA sans données, on a également souhaité démocratiser des technologies qui étaient un peu réservées au monde de la recherche ou aux entreprises qui avaient vraiment des forts moyens technologiques. On a souhaité démocratiser ces technologies de stockage et on les a rendues accessibles l'année dernière avec des gradations possibles en termes de prix et de performance dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est un peu le mouvement initial et historique d'Oracle, ce qui fait d'ailleurs que des acteurs très visibles, hein, comme OpenAI, qui sont très connus dans le monde de l'IA générative, ont décidé à un moment donné de faire confiance à Oracle et de s'appuyer sur Oracle en complément des infrastructures proposées par Azure Microsoft, de dire voilà, ben, en fait, nos technologies, nos services délivrés aux clients vont s'appuyer sur les infrastructures Oracle parce qu'elles sont les plus performantes. Alors, pour la totalité de nos clients, on n'est pas là pour parler que d'OpenAI et des grands comptes, il y a en fait un bénéfice immédiat, c'est la mise à disposition d'un portefeuille de matériel d'une gamme très large, alors, qui a commencé par des GPU assez connus et célèbres comme les A10 qui ont connu un franc succès dans le monde de l'IA et de l'IA générative. Et aujourd'hui, on est aussi capable de proposer en précommande les derniers GPU annoncés par NVIDIA, comme les B200 et les GB200, et qui peuvent, pour certains de nos clients, correspondre vraiment à des impératifs. Et comme je le disais, cette proposition de valeur très large, accessible parfois en machine virtuelle, parfois en
en machine physique, donc bare metal, s'accompagne aussi d'une gamme très souple de stockage, parce que quand on commence à mettre de l'IA en production, on est un peu plus regardant sur les performances et le coût, en particulier de la façon de stocker les data et de les donner aux applications. Et on a là une gamme très riche. Donc voilà, je ne vais pas en détailler tout ici, mais si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On a des offres vraiment particulières, très intéressantes de ce point de vue-là. Alors, ça, c'était les deux éléments principaux sur la partie infrastructure, mais on a aussi une contribution très forte, impérative quand on veut fabriquer des solutions à base d'IA, c'est qu'il faut s'appuyer sur une plateforme de data science et certains outils qui l'accompagnent. Alors, je vais commencer par la plateforme de data science. On dispose donc de OCI Data Science qui a plusieurs particularités. C'est une plateforme qui s'appuie très très fortement sur le catalogue de solutions open source. Donc, en général, ça, c'est très apprécié des équipes de data science. En particulier, on gère les modèles en création et en déploiement selon des formats, par exemple, ouverts qui sont comme Onyx. Donc, c'est très intéressant pour l'interopérabilité avec des solutions propriétaires ou éventuellement des solutions qui tourneraient sur d'autres clouds. Et aussi pour les équipes qui sont plus orientées sur le développement. On a mis à disposition un kit de développement, donc un SDK en anglais, complètement open source, qui s'appelle ADS, Accelerated Data Science, et qui permet de piloter en fait toute cette plateforme de data science depuis du code. Donc ça, c'est un élément très riche. Et puis, on contribue également par ce qu'on appelle des quick actions, qui sont en fait des tutoriels préintégrés dans la plateforme et qui vous permettent de découvrir des cas d'usage et d'apprendre à les décortiquer et à les réutiliser pour vos propres besoins. Donc ça, c'est une des contributions côté développement. Alors, évidemment, pour certaines équipes, l'outil qui est favori, c'est le notebook. Et là, on va proposer des notebooks, j'ai envie de dire, un peu durcis, un peu solidifiés pour des cas d'usage dans des sociétés réglementées et qui ont des contraintes, donc avec plus de robustesse, plus de sécurité, du partage collaboratif un peu structuré. Et puis, encore une fois, un accès à l'infrastructure avec différents types de matériel, avec CPU ou sans ou avec GPU, selon les besoins des projets. Et puis, très important aussi, lié à la plateforme de data science, la plateforme de données. Thomas en a parlé rapidement. Moi, j'aime bien rappeler qu'en fait, dans ces contextes-là de data science, on est très souvent en multimodalité. On a besoin de gérer des documents de nature très différente, documents texte, des données tabulaires, des données qui vont peut-être résider dans des applications métiers, donc qui sont des données fraîches, qui sont produites par la production et auxquelles on a besoin d'accéder pour faire son travail de data science. On a besoin de faire des représentations de la donnée en mode graphe ou d'interagir avec des vecteurs qui synthétisent la donnée d'un point de vue intelligence artificielle. Et là, pour beaucoup d'équipes, le gain d'utilisation de la base Ventreuil est énorme puisque vous avez seulement un moteur de recherche qui va être capable de comprendre des requêtes avec des composantes de type SQL, donc relationnel, une partie de la requête qui va aller vers des graphes, et puis une partie de la requête qui va peut-être aussi s'appuyer sur des données vectorielles, donc peut-être associées à des images. Donc ça, c'est vraiment une contribution d'Oracle qui permet d'accélérer le développement de produits à base d'IA. Maintenant, le troisième pilier qui est aussi extrêmement important dans ce contexte-là, c'est tout l'écosystème qui est indispensable quand on veut faire de l'IA sérieusement et de la GNR en particulier, de l'IA générative. Donc, je vais mettre à l'honneur le partenariat très long qu'on a qui date depuis très longtemps avec NVIDIA, qui a d'ailleurs été remis au bout du jour hier, puisque la société OpenAI a annoncé la création d'un projet avec un investissement de 500 milliards en partenariat avec SoftBank et puis également donc Oracle et au cœur duquel se trouve ce partenariat avec NVIDIA. J'ai présenté tout à l'heure la gamme très large de matériel NVIDIA qu'on est capable de proposer dans nos data centers. Et ça, c'est une attente très forte de nos clients, mais qui va aujourd'hui plus loin que le matériel, puisqu'on va proposer également toute la gamme logicielle d'NVIDIA qui permet de gagner un temps incroyable dans le développement de certains cas d'usage, en particulier en finance, puisqu'ils ont des produits intéressants. Alors après, nos clients aussi attendent sur la partie IA de la présence et ils veulent pousser leurs solutions près de leurs clients là où ils se trouvent. Et donc, je pense qu'il est important aussi de rappeler que Oracle a une présence dans le monde qui est assez large.
avec plus de 168 régions disponibles ou en construction. On va trouver évidemment des régions qui sont dites de cloud public, mais des régions un peu différentes, alors soit dédiées à des usages gouvernementaux, soit particulièrement deux régions qui sont dites souveraines au sens de la communauté européenne, donc qui vont se trouver respectivement à Madrid et à Francfort, mais également d'autres types de régions qui sont plus liées à des clients ou à des partenaires. Et donc, pour rendre cela assez clair, vous pouvez imaginer que d'un côté, il y a des régions qui existent physiquement dans des data centers gérés par Oracle et opérés par Oracle, et il existe tout ou partie de cette expérience de cloud Oracle dans des régions, enfin sur du matériel qui est hébergé soit par nos partenaires, qui deviennent opérateurs cloud, soit directement chez nos clients, qui souhaitent finalement, pour des raisons de régulation ou de confidentialité, avoir l'expérience cloud Oracle, mais dans leurs infrastructures. Voilà, donc ça, c'est aussi une contribution importante dans un contexte IA. Et pour terminer, dernier pilier qui est extrêmement important et où on trouve une contribution riche d'Oracle, c'est lorsqu'on veut intégrer les IA dans des applications en développement. Alors, j'ai envie de citer en tout premier lieu une solution low-code, low-code, no-code, donc accessible à des gens qui ne sont pas particulièrement des développeurs, qui a déjà permis le développement de 21 millions d'applications, utilisées par plus de 850 000 utilisateurs. Encore une fois, j'allais dire presque développeurs, mais en fait, ce sont des développeurs Apex, mais qui ne sont pas nécessairement des développeurs aguerris. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que Apex aujourd'hui intègre aussi des fonctions d'IA générative, en particulier avec l'AI Assistant. Pour certaines parties d'Apex dans lesquelles on peut éventuellement ajuster du code, soit pour l'interface graphique, soit pour affiner des requêtes SQL qui auraient été générées automatiquement et qui permettraient de lire des données, on peut utiliser un assistant IA pour se faire accompagner quand on n'est pas un spécialiste et pour couvrir ces parties qui sont légèrement plus techniques que les autres parties qui sont purement en low-code dans le design de l'application. Et puis, il y a aussi, par exemple, la possibilité dans Apex de s'appuyer sur des solutions conversationnelles à disposition. Donc, quand vous construisez votre solution, vous aurez la possibilité de rajouter ces fonctionnalités-là très simplement ou d'être accompagné au début de la création de votre application par un wizard, donc un compagnon qui va vous guider dans les premières étapes quand vous êtes peu aguerri à ce genre d'exercice. Donc ça, c'est vraiment une des approches. Et puis pour les équipes qui ont des besoins en production beaucoup plus complexes, riches, et qui souhaitent utiliser un standard du marché comme Kubernetes, hein, qui a de nombreux avantages en production, mais qui nécessite de vraies compétences, hein. On ne fait pas tourner un Kubernetes comme ça. En fait, Oracle propose un Kubernetes managé sous la forme d'un service qui s'appelle OKE et qui a, du coup, pour nos clients, un double bénéfice. D'abord, c'est Oracle qui a la charge d'opération, de fait de faire fonctionner Kubernetes, de l'intégrer et de s'assurer qu'il s'intègre correctement avec les outils de base de données, de reporting, tous les services qui sont utiles aux applications qui vont être déposées dessus. Et aussi, qui vont permettre au cas où à le bénéfice offre ce bénéfice pour nos clients de leur permettre de gérer différentes situations, des modèles d'intelligence artificielle en production, d'intégration de modèles, le fine-tuning ou l'entraînement de certains de ces modèles, et puis aussi de s'intégrer assez bien avec des étapes dans le développement des IA. Voilà. Donc je vais en rester là et je vais passer la main à Ronan pour euh, une petite étape avant les questions-réponses. Merci beaucoup Philippe, merci Thomas et merci Aurélien pour vos interventions. Donc nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Avant de commencer, je voulais vous parler de notre événement Cloud World Tour Paris. Donc les inscriptions sont désormais ouvertes. Donc c'est un événement qui aura lieu le 13 mars à Paris. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans le chat ou à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez y consulter l'agenda et vous y inscrire. Donc voilà, Philippe, je te redonne la parole pour la session questions-réponses. Merci. Alors, je vais essayer de voir les questions. Peut-être je vais demander à Thomas s'il peut reprendre la main sur la présentation. Thomas, je ne vois pas les questions. En fait, je ne sais pas si tu peux les
de prendre, que j'ai pas la main sur les questions pour l'instant. Alors, je vois une première question. Alors, en quoi les bases de données Oracle simplifient la mise en œuvre des solutions de type RAG ou de produits utilisant des LLM en production par rapport à la concurrence? Donc là, c'est une question assez pointue. Donc, je vais donner une réponse et Thomas, mon collègue, pourra compléter évidemment. Alors, comme j'ai pu l'expliquer rapidement, l'approche d'Oracle par rapport à la base de données, c'est d'avoir une approche convergée. C'est-à-dire qu'en fait, un effort assez important a été fait pour créer un moteur de base de données qui est capable d'encaisser des requêtes, mais en couvrant les différents types de données. Donc, on voit beaucoup de clients qui, en fait, ont démarré des projets à base d'IA et qui se sont appuyés d'un côté sur une base SQL, ont mis d'autres données sur une base orientée graph. En utilisant des modèles IA, ont dû rajouter une base vectorielle et, en fait, au final, utilisent trois technologies différentes pour héberger et servir ces différents formats de données. Et lorsque le cas d'usage est en production, il faut faire des allers-retours entre les données, les formats et interagir avec ces trois technologies. Alors, ça veut dire souvent duplication de données. Ça veut dire de la capacité de calcul qui est réservée pour des technologies différentes sur des données dupliquées. Donc, en général, il y a augmentation des coûts, augmentation de la latence, le temps de réponse pour faire des allers-retours impacte la solution en elle-même. Et puis, ça complexifie et ça fait que même si on démarre avec des solutions open source, au début, on n'a pas nécessairement un impact de coût, mais très vite, la maintenance, le côté opérationnel devient un cauchemar. Et donc, un des bénéfices très importants d'Oracle, c'est d'avoir cette approche convergée. Derrière un seul moteur, on va pouvoir questionner les différents types de données présentées de façon différente. Il y a d'autres fonctionnalités dont on n'a pas pu parler tout de suite, mais qui font de la base de Neurac un partenaire très très fort sur la partie IA. C'est que vous pouvez, par exemple, directement, à partir de données qui sont stockées sur des bases relationnelles, générer des formats de type JSON. Beaucoup de data scientists nourrissent leurs modèles avec des formats textuels de type JSON et on voit beaucoup de clients qui créer des opérations à l'extérieur de la base de données pour fabriquer ces données qui vont être fournies au modèle. Et en réalité, aujourd'hui, la base Oracle, elle est capable, tout en gardant les données et en les servant de façon classique relationnelle, vont être capable de générer ces documents JSON. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, mais si vous avez des cas d'usage un peu particuliers de passage à l'échelle d'IA, vous verrez un grand nombre de fonctionnalités qui ont été rajoutées dans notre technologie de base de données pour servir ces approches de type RAG ou des approches un peu plus compliquées utilisant une diversité d'LLM. Thomas, je ne sais pas si tu veux compléter la réponse. Non, bah écoute, c'est plutôt pas mal. C'était aussi en partie ce que j'ai rapidement dit sur la fin, mais je suis plutôt aligné avec toi. Et effectivement, je pense que le côté opérationnel, gouvernance, il y a ne pas négliger. J'ai trop souvent vu des silos se créer, se recréer, se surcréer pour des résultats parfois, comment dire, aléatoires dans la vraie vie. D'accord, merci Thomas. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Comment garder sous contrôle les coûts des modèles d'IA générative lorsque l'on passe en production? Et avec un complément, Oracle nous aide-t-il? Alors, effectivement, donc, si je ne dis pas de bêtises, Thomas, tout à l'heure, on a vu une architecture dans laquelle tu avais présenté un peu plus de souplesse avec la possibilité d'utiliser aussi un Oui. data science. Et en fait, on voit vraiment cette démarche chez beaucoup de nos clients aujourd'hui qui ont réussi leur premier pas en utilisant l'IA générative en particulier, en s'appuyant sur des modèles qui sont proposés par des sociétés tierces, et puis se rendre compte au bout d'un moment qu'en fait, avec le nombre de solutions qui augmente, il y a une nécessité de rationalisation et l'envie d'héberger soi-même ces modèles, éventuellement de les rendre plus spécifiques au cas d'usage et d'en réduire la taille et le coût. Voilà, cette envie arrive et elle est complètement fondée. Et donc, une des façons qu'Oracle a de contribuer à aider nos clients à garder les modèles sous contrôle et à réduire les coûts, c'est de aussi leur fournir des infrastructures qui démocratisent certaines étapes qui peuvent être le fine-tuning, donc l'alignement de modèles avec des cas d'usage précis,
la réduction de ces modèles pour qu'ils soient plus petits, du coup, qu'ils soient plus efficaces et qui tournent sur des équipements moins onéreux, en s'éloignant en fait des modèles qui savent tout faire mais qui nécessitent des capacités de calcul finalement un peu démesurées pour certains cas d'usage. Donc toute cette démarche-là, nos clients parfois ne savent pas les opérer. Donc on les accompagne en leur proposant l'environnement technologique et puis aussi le savoir-faire. Et on a en particulier aussi des relations très très bonnes avec des startups qui sont en pointe sur ces domaines. Et donc ça fait partie aussi de nos contributions de présenter ces nouvelles capacités techniques à nos clients pour les aider à avancer. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Thomas, je reste l'équipe, je ne sais pas si quelqu'un voulait compléter. On a rajouté. Aurélien est d'accord. D'accord. Autre question, il nous reste encore 2 minutes. Est-il possible de pratiquer la technologie Oracle sur ce genre de cas d'usage? Donc, je suppose que ça veut dire financier, avec des tutoriels techniques. Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Euh, bon, j'ai envie de dire, d'abord commencer par contacter Thomas. Mais heureusement, il y a plus que ça. Simplement, si vous cherchez sur Google Oracle et Live Labs, vous trouverez un ensemble de contenus qui sont mis à disposition, qui sont des tutoriels euh, très thématiques avec des approches assez avancées sur beaucoup de technologies Oracle, mais en particulier sur l'IA et l'IA générative, et qui vous permettront en fait de dérouler vous-même ces contenus euh, sur vos comptes OCI, de façon à soulever le capot, comprendre comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de liens sur la documentation, tout est très, très détaillé, très explicite. Donc, c'est un merveilleux moyen pour d'abord maîtriser certains cas d'usage, parfois assez avancés, et puis pour s'approprier le savoir-faire et faire un transfert de compétences et être autonome sur les technologies. Donc, oui, vous pouvez trouver des cas assez avancés de RAG et autres en regardant les Live Labs d'Oracle. Il y a le centre d'architecture, Philippe aussi. Alors c'est un peu plus haut niveau. C'est plus de l'inspiration, je pense, que de la pratique. Mais ça peut aussi donner des assez bonnes idées de ce qui se fait, ce qui est faisable, je pense. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont pas mal, effectivement. Puis sinon, nous contacter, hein, Philippe, moi, Aurélien ou nos collègues qui travaillent avec vous au quotidien. On sera ravis de prendre vos questions et puis de regarder en détail euh, les sujets que vous voulez traiter. Alors, je vais peut-être repasser la main à Ronan pour terminer Ouais, cette tout à session. fait. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci Philippe, merci Aurélien, merci Thomas pour ce 1 heure de webinar. Je vous rappelle que cette série continue demain matin avec une session AI in Action pour l'énergie, les services et la télécommunication. Et l'après-midi, nous aurons une session AI in Action pour le secteur public et la santé. Et vendredi, nous finirons cette week avec un sujet qui concerne tout le monde, qui est la sécurité et la sécurité autour de l'intelligence artificielle. Donc, merci encore à tous pour votre présence et votre participation. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 11 heures. Au revoir.